Correction du problème, le cercle des planètes disparues. Donc le titre, c'est peut-être un petit clin d'œil au cercle des poètes disparus. Alors, en première question, on vous dit que Eris, elle parcourt une orbite elliptique autour du Soleil avec une période de révolution qui vaut 557 années. On vous donne également la révolution de la Terre et la révolution de Pluton. On vous demande en première question d'énoncer précisément la troisième loi de Kepler. Donc cette troisième loi de Kepler, vous la connaissez. Elle nous dit que lorsqu'on fait le rapport entre la période de révolution au carré divisé par le cube du demi-grand axe, alors on obtient toujours une constante. Donc pour tous les corps qui gravitent autour du Soleil. On vous demandait, en deuxième question, l'orbite d'Eris se situe-t-elle au-delà ou en deçà de celle de Pluton? On va utiliser deux éléments. D'abord les données. On voit que la période de Pluton, elle est plus faible que la période d'Eris. Et puis d'un autre côté, cette troisième loi de Kepler, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la période au carré divisée par le demi-grand axe au cube est constant. Donc c'est-à-dire que la période de Pluton au carré divisée par son demi-grand axe au cube est égale à la période au carré d'Eris sur le demi-grand axe au cube. Donc si on a TP qui est plus petit que TE, implique forcément que AP est également plus petit que AE, puisque ça doit être toujours une inégalité. Si on diminue le numérateur, pour qu'on garde toujours notre égalité, il faut aussi que le dénominateur soit diminué. Donc, on aura AE qui va être plus grand que AP, donc l'orbite d'Eris est plus éloignée que l'orbite de Pluton. On vous demandait dans la partie de grand 2, donc là vous parlez de la découverte de dysnomia, il y avait pas mal de données, on vous demande de définir le référentiel permettant d'étudier le mouvement de dysnomia autour d'Eris. Alors le référentiel, vous voyez bien, et vous avez le schéma. Donc le référentiel, on va prendre comme centre de ce référentiel justement Eris. Donc on va parler d'un référentiel Eris-centrique, donc qui a pour centre Eris, et qui aurait trois axes fixes qui seraient pris grâce à des étoiles lointaines. En question B, on vous demande d'établir l'expression de l'accélération. Donc on va tout simplement appliquer la deuxième loi de Newton. Cette loi de Newton, on l'applique à dysnomia, donc la masse multipliée par l'accélération, mais ça va être égal aux forces, à la somme des forces, mais il n'y a qu'une seule force ici, c'est la force d'interaction gravitationnelle. Et d'ailleurs, on va donner son expression à la force d'interaction gravitationnelle. Et on aura MD qui se simplifie, donc on trouve l'expression de A. On vous demandait également de préciser la direction et le sens de l'accélération. Donc elle va être dirigée vers Eris. Donc on peut dire que la direction du vecteur accélération est selon moins ce petit vecteur ici unitaire. Donc j'avais reprécisé ici dans quel sens était ce vecteur unitaire. Donc il est dirigé du centre de E vers dysnomia. Dans la question D, on vous donnait le vecteur accélération tel qu'il peut s'écrire, donc ça correspond à un mouvement circulaire uniforme. Et on vous demande de montrer, de retrouver l'expression de la période, justement, de révolution de dysnomia. Donc ici, on voit bien que le mouvement est circulaire. Première chose, pour essayer de faire apparaître cette période, on sait que la distance qui est parcourue ici, c'est égal à 2π fois r. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut écrire. Mais on sait également que cette distance-là, de 2πr, elle est parcourue en un tour qui se fait en une période, td. Ce qui veut dire que la vitesse, elle va s'écrire 2πr divisé par td. Mais justement, comme le mouvement est circulaire, on a également cette relation de l'accélération. Et puis on a également cette relation qu'on a trouvée tout à l'heure de l'expression de l'accélération. Donc on va pouvoir écrire que l'accélération s'écrit à la fois comme étant moins g me sur rd au carré et que l'accélération s'écrit aussi v au carré divisé par rd. Donc on a deux expressions de l'accélération qu'on peut mettre en une égalité et donc on en déduit l'expression de v qu'on peut sortir.
Donc on trouvait que V c'est égal à racine de GME sur RD. Or, tout à l'heure plus haut, on a aussi trouvé que V c'était égal à 2pi RD sur TD. Donc, j'ai deux expressions de V qui sont là, une expression de V et une expression de V. Encore une fois, je vais faire l'égalité entre ces deux expressions-là. Et j'en déduis, donc tout simplement, hein, j'ai fait l'égalité de ces deux expressions, et j'en déduis, alors il y a juste une petite erreur là, que TD, c'est égal à 2pi racine, donc c'est l'expression qui était donnée ici dans l'énoncé, hein, racine de RD au cube divisé sur GME. On vous demande également, est-ce qu'on retrouve la troisième loi de Kepler? Donc cette expression-là, on va la mettre au carré pour essayer de retrouver la loi de Kepler. Et effectivement, on trouve que TD au carré sur RD au cube, eh ben, c'est égal à 4pi au carré sur GME. Et ben, bien la masse d'Eris, hein, elle est fixe, hein, c'est toujours la même. 4pi au carré, c'est une constante, G est une constante. Donc effectivement, hein, on retrouvait bien cette troisième loi de Kepler. Dans la question 2, justement, on vous demande de calculer ME. Donc, on trouvait que ME, c'est égal à 1,63 10 puissance 22 kg. En dernière question, on vous demande de calculer le rapport ME sur MP et puis d'expliquer pourquoi la découverte d'Eris a remis en cause le statut de planète pour Pluton. Bien, quand on remplaçait par les valeurs, on trouvait que ME sur MP, la masse d'Eris sur celle de Pluton, est de 1,23. Donc ça signifie qu'elles ont pratiquement la même masse. Et donc à partir du moment où Eris n'avait pas le statut de planète et qu'elle faisait quasiment la même masse que celle de Pluton, alors de la même façon, Pluton ne pouvait pas être considéré également comme une planète.